Donc on va continuer cet après-midi avec un exposé de Monsieur Didier Fontanelle, de l'entreprise Natinov. Alors, Monsieur Fontanelle est docteur en pharmacie et en sciences de la vie, en discipline de pharmacognosie phytochimiste. Il est enseignant vacataire à l'Université en Angers de Tours et donc chargé d'expertise scientifique également pour la société Natinov, société qui développe et fabrique des extraits végétaux pour les secteurs de la pharmaceutique, cosmétique et alimentation humaine, ainsi que des compléments alimentaires. Donc il est parmi nous aujourd'hui parce que en 2013, l'entreprise a installé une unité d'extraction innovante sur son site. Merci de me donner la parole. La thématique était donc l'innovation aujourd'hui et demain. Et dans le cadre des nouvelles technologies d'extraction végétale, vous allez voir que l'innovation, en effet, j'ai précisé quand même à l'échelle industrielle. Tout de suite, je veux insister sur ce paramètre-là. L'innovation, dans les laboratoires, dans les recherches en développement, c'est aussi beaucoup de travaux, mais pas toujours publiés. Et donc, j'ai préféré quand même m'attacher à l'échelle industrielle, donc des technologies qui sont soit toutes récentes, soit quelques-unes plus anciennes, mais qui font partie encore du symbole des nouvelles technologies. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il m'est nécessaire de faire un point sur les contraintes et puis les points clés qui concernent l'extraction végétale au sens large. Alors j'ai schématisé de façon simplifiée avec une notion d'abord de compétitivité, ça avec tous des critères comme l'énergie, durée d'extraction, des systèmes d'extraction continue, d'extraction statique, les solvants, plus ou moins coûteux, les matières premières, avec des notions de coproduits qu'on verra au cours de l'exposé, les rendements d'extraction, qui sont aussi un point crucial, d'échelle d'entreprise et des procédés flexibles. Ça, c'est une tendance qu'on souhaite, mais pas toujours facile. À côté de cet aspect de compétitivité classique, il y a un aspect réglementaire qui s'est beaucoup développé, surtout quand je vois les titres. Les solvants, il y a encore... je dirais une petite dizaine d'années, des solvants comme l'acétone, des solvants comme le toluène, enfin le toluène plus rarement, mais des éthers de pétrole, des choses comme ça étaient couramment utilisées. Aujourd'hui, c'est en train de complètement changer. Les aspects rejet aussi, c'est des aspects qui rentrent en compte aujourd'hui dans les aspects réglementaires, hygiène et sécurité, et puis les labellisations, bonnes pratiques de fabrication, agriculture biologique et bien d'autres labels, ISO, sont tout ça en train de rentrer dans le pool de l'extraction végétale. Les aspects qualité existaient déjà, mais aujourd'hui, les aspects en particulier stabilité et conservation sont des critères qui sont presque systématiquement étudiés. Avant, on fabriquait des extraits, puis bon, après, c'était parti dans le commerce, et aujourd'hui, c'est des nouveaux critères qui rendent en compte de façon plus approfondie. Critères de pureté, d'impureté, microbiologie, ça c'est aussi un critère, comme on veut de moins en moins de solvants, on veut des produits de plus en plus naturels, entre guillemets, et l'aspect microbiologique est quelque chose qui est quelquefois délicat. Et à côté de ça, qui dit extraction végétale, dit d'autres arguments classiques, ingrédients naturels. Ça fait appel à une grosse expérience et aussi à la tradition, de par la nature des matières premières et des différentes molécules qu'il y a dans les substances végétales, dans les matières premières végétales. Le concept de nouvelles technologies d'extraction végétale est lié à un concept qui, lui, est beaucoup plus récent, d'éco-extraction. Ce concept-là, il existe depuis assez peu, puisque c'est seulement depuis, je crois, 5-6 ans que des chercheurs, quelques entreprises dans la thématique, ont décidé de l'établir avec des critères qui sont classiques par rapport au terme éco. Le but, c'est de réduire la consommation énergétique, limiter l'emploi de solvants organiques, ou bien d'utiliser des éco-solvants, comme on le verra, diminuer les rejets, privilégier les ressources non renouvelables, encore qu'en matière première végétale, c'est quand même la plupart du temps renouvelable, et éventuellement valoriser des coproduits de végétaux. En fait, c'est des sous-produits, après avoir extrait des constituants, on va essayer de valoriser les produits résiduels, les mares, entre guillemets. Et bon, c'est à la fois une attente au niveau des consommateurs et puis des autorités aujourd'hui.
ainsi que ça tient compte aussi des nouvelles normes qui rentrent en vigueur par rapport à l'aspect réglementaire. Alors je vais rentrer assez vite dans le sujet. Je vais essayer quand même, malgré c'est des sujets un peu techniques, de survoler les sujets. Je ne vais pas pouvoir les aborder les uns après les autres de façon complexe. Et je vais les traiter. J'en ai à peu près 7 nouvelles technologies qui sont passées à l'échelle industrielle, ou presque pour certaines. La première, donc, c'est ce qu'on appelle l'extraction par des fluides à l'état supercritique. Donc, c'est des conditions de température et de pression. La deuxième, ce sont des extractions qui sont assistées par des ultrasons. Ensuite, des extractions qui sont générées à l'aide de micro-ondes. Après, on a une technologie qui est une technologie d'extraction accélérée par extrusion. Alors j'ai précisé par des solvants polaires, parce que cette technologie-là, elle est très ancienne, mais dans le cas des solvants dits polaires, elle va être, je dirais, les recherches sont beaucoup plus récentes. Après, on a une technologie qui est peut-être encore plus récente que toutes les précédentes, qui est l'extraction par de l'eau à l'état subcritique. On verra ce que ça signifie. Ensuite, on va aussi parler d'extraction assistée par des enzymes. Alors ça, c'est une technologie qui existe depuis de longue date, par exemple pour les jus de fruits, mais qui en matière d'extraction de matières grasses est un potentiel important. Elle est à peine à l'échelle industrielle. Et puis après, on va parler de solvants alternatifs ou de décosolvants, donc des solvants qui posent moins de problèmes que certains solvants toxiques bien connus. On va commencer par l'extraction par fluide supercritique, à l'état supercritique. Alors, il faut le dire tout de suite que cette extraction, c'est peut-être parmi toutes celles que j'ai citées, la plus aboutie et celle qui aujourd'hui est le plus développée, même si elle commence à dater un petit peu, mais elle fait partie quand même, elle restera nouvelle technologie pour des raisons que vous allez comprendre. Il faut parler des principes de base pour commencer, et au niveau de ces conditions dites fluides supercritiques. Alors, il y a un petit schéma qui vous représente la température, la pression, des états de fluides. Alors les fluides peuvent être à l'état solide, à l'état gazeux ou à l'état liquide selon la pression et la température. Et il y a un point critique qui est fait qu'au-delà de ce point-là, vous voyez, en fonction de la pression et de la température, on a des fluides qui sont dits à l'état supercritique. Et cet état signifie quoi? Signifie que ces fluides ils présentent un certain nombre de propriétés particulières. Leur propriété, d'abord, est comprise entre les gaz et les liquides. Deuxième critère important, c'est les coefficients de diffusion dans ces liquides qui sont élevés et une faible aussi viscosité qui les apparente à celle des gaz. Tout ça, c'est par rapport à l'extraction, ça va être des points importants. Et puis aussi, une absence de tension superficielle qui fait que ça facilite la pénétration du fluide, par exemple dans une matière première végétale. La diapo suivante, elle vous présente des exemples de température et de pression critique de quelques solvants à l'état supercritique. Le CO2, l'eau, le méthane ou l'éthane. On va rentrer un petit peu après, on va dans les détails, mais on voit déjà que la température critique du CO2 de 31,1 degrés est assez basse. C'est une température qui est presque la température ordinaire et ça va être déjà un point important. Il y a aussi l'éthane qui a une température aussi assez basse. Les autres ont des températures un peu extrêmes. Pareil au niveau des pressions, on a vous voyez, des différences importantes. Et vous allez vite comprendre avec la diapositive d'après pourquoi le CO2, lui, va supplanter tous les autres fluides au niveau supercritique. Sur le schéma, là, on voit simplement, vous voyez la température donc, qui est répertoriée, la pression de 73,8 bars et la température de 31,1 degrés du CO2. Donc son état supercritique, il est au-delà au niveau pression et température. Il faut se situer au minimum là pour travailler à l'état supercritique. Alors comme je vous disais, le CO2, lui, il a plein d'avantages par rapport aux autres solvants potentiels. D'abord, il ne reste pas, il y a une absence de solvant résiduel en fin de traitement, parce qu'en fin de traitement, il est à l'état de gaz, donc on s'en débarrasse très facilement. Il n'est pas toxique, il est chimiquement inerte, inodore, non inflammable, et sa température critique de 31 degrés, comme je vous le disais, elle est basse, et du coup, par rapport au caractère, aux qualités organoleptiques et aux constituants thermolabiles, c'est un gros avantage.
Quand on fait l'hydrodistillation d'huile essentielle, on travaille à 100 degrés, et 100 degrés, évidemment, il peut se passer des choses, des phénomènes de dénaturation qui, à des basses températures comme ça, ne se produisent pas. Et puis en plus, le fait de travailler sous pression, à haute température pas très haute, mais sous pression, ça permet de ne pas avoir de problème micro-organismes. Dans le petit encadré en dessous, là, il y a un point important qui, je dirais, fait appel aux compétences en extraction, qui est à retenir pour les gens qui, je dirais, qui sont occupés d'extraction, c'est le fait que le CO2, il a un caractère dit apolaire, c'est-à-dire qu'il va solubiliser des molécules qui sont hydrophobes, et il ne pourra pas, par contre, solubiliser des molécules qui sont solubles dans l'eau. Donc c'est sa caractéristique, et il va s'adresser à toute cette catégorie de molécules dites hydrophobes, les huiles essentielles, les lipides, des choses comme ça. On verra après derrière. Ce schéma, il vous présente une installation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a le CO2, ici la réservoir de CO2 qui est à l'état gazeux. Avec un condenseur, on va pouvoir passer à l'état liquide. On a un autre réservoir. Ici, on va continuer donc à l'état liquide. Et puis après, avec une pompe et un échangeur de chaleur, on va avoir maintenant le CO2 qui va arriver à l'état supercritique, qui va passer donc dans la masse de matière végétale à extraire de différentes natures. Et puis après, selon les conditions de détente de l'état supercritique, on va récupérer, je vais y arriver, ici, une matière, si vous voulez, le CO2 encore supercritique, mais si on détend, petit à petit, on va pouvoir récupérer des masses qui vont précipiter, qui sous forme d'extrait, et donc on peut avoir un étage ou deux étages de détente, et après, une fois qu'on aura complètement détendu le CO2, il va repasser à l'état gazeux. Et c'est en fait les extraits vont être récupérés ici sous forme de pâte, et le CO2 étant à l'état gazeux, il va s'éliminer facilement. Les applications majeures aujourd'hui de CO2 à l'état supercritique datent des années 1980. Vous voyez, ça fait quand même 33 ans, c'est une nouvelle technologie qui est déjà ancienne, mais ce qui se passe, c'est que les applications, à l'heure actuelle, s'accumulent et il y en a encore des nouvelles. Je vais commencer par parler des applications les plus connues quand même. L'alimentation, et vous voyez que c'est considérable, puisque la décaféinisation qui se passait par solvant acétate d'éthyle, jusqu'à encore des installations il n'y a pas si longtemps que ça, 7, 8, 10 ans, maintenant sont plutôt réalisées avec du CO2 à l'état supercritique. Des extractions aussi de fractions aromatiques, du houblon, cassis, gingembre, vanille, baie de rose et d'autres. Donc c'est une application aussi en alimentation. Le cas le plus connu, c'est des arômes de houblon qui sont utilisés dans les bières, par exemple. En parfumerie, beaucoup d'applications afin de composer, si vous voulez, de conserver un profil olfactif qui est un peu différent de celui quelquefois des huiles essentielles, et donc pour des super matières premières parfumantes telles que la rose ou d'autres. En cosmétique, c'est plutôt des extraits lipidiques qui vont être hydrophobes, par exemple des lipides de poisson, que le CO2 sera, à l'état supercritique sera utilisé. Toujours à la place de solvants qui sont souvent, dans le cas des lipides, des solvants toxiques. En pharmacie, c'est plus restreint les marchés. De vraiment connus, on a un extrait d'un palmier de Floride qu'on appelle Sérénoa repens, qui rentre dans un médicament. Des extraits de vitamine E, c'est des fractions au cours de raffinage des huiles de soja qui sont traitées par le CO2 supercritique. Autre application, vous voyez par exemple, il y a la dénicotinisation du tabac. C'est une application, la nicotine est assez soluble dans le CO2 à l'état supercritique, donc on arrive à l'éliminer. Et puis aussi une assez belle application, c'est l'élimination de pesticides organochlorés. Les pesticides organochlorés, c'est très difficile, une fois que les plantes sont contaminées, à part des solvants, très difficile à éliminer. Et le CO2 en est un moyen. C'est une application qui est en vigueur depuis bien maintenant une quinzaine d'années sur de la racine de ginseng. Pourquoi je vous cite le ginseng? C'est parce qu'il y a une plante très fragile qui met un long cycle de culture, 4, 5, 6, 7, 8 ans, qui est produite souvent en Asie et en Chine et qui a fait l'objet de traitements de pesticides, de par sa fragilité souvent important. Aujourd'hui, qu'en est-il à l'échelle, si vous voulez, industrielle aujourd'hui de production? On a environ dans le monde 300 unités d'extraction par le CO2 supercritique. En France et chez nos voisins, on a à petite échelle une entreprise qui s'appelle Itex, à Vannes, dans le Morbihan, bien connue, puisque c'est une des
principales entreprises qui proposent de l'extraction à façon, l'extraction supercritique à façon. Les laboratoires Pierre Fabre, leur palmier de Floride dont j'ai parlé tout à l'heure en tant que médicament, une installation à Gaillac, à côté de Toulouse. C'est des installations d'échelle, je dirais, moyenne. À grande échelle, en France, on n'en a qu'une, enfin semi-grande échelle, je dirais, c'est Firmenich, un grand groupe d'extraction de parfums, qui a grâce à la plus grosse installation de CO2 supercritique. En Allemagne, Flavex, très très connu, et aussi Solutec, une filiale d'un groupe indien. En fait, on se rend compte que cette technologie-là, aujourd'hui, l'Asie a investi de façon bien plus considérable, si vous voulez, que l'Europe et les États-Unis, puisqu'ils en sont rendus pratiquement à 100 unités en Chine, rien qu'en Chine, d'extraction au CO2 supercritique. Donc, une des plus belles réussites quand même d'une nouvelle technologie qui est maintenant déjà pas tout à fait récente. Deuxième, l'extraction assistée par ultrasons. Les ultrasons sont des ondes sonores, dont vous avez déjà, je pense, entendu parler, inaudibles par l'humain, et dans des conditions, certaines conditions de puissance acoustique et de fréquence, de faible fréquence, elles peuvent générer dans des milieux liquides des phénomènes de cavitation. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est des phénomènes qui font que ça forme des espèces de bulles avec des phénomènes d'implosion, mais qui vont dégager de la chaleur. Et ça va être exploité, comme on va le voir, au niveau extraction. Les premiers essais d'extraction ont été menés seulement au niveau végétal dans les années 90. Là, il est représenté là, sur cette diapositive, une unité, si vous avez deux cuves. Et vous voyez ici, ici, ce sont les générateurs d'ultrasons qui sont figurés là en bas des cuves. Là, rapidement sur cette diapositive, ça vous montre que par des phénomènes d'ultrasons ici, en fonction du temps et du rendement d'extraction, du poids obtenu, on a une nette accélération de la matière extractible comparée à une condition de chauffage plus classique. Je ne sais plus si c'était peut-être 60-70 degrés, mais là, il y a un phénomène d'accélération très net. Là, c'est d'autres exemples d'applications. Les principales applications à l'heure actuelle touchent les boissons, apéritifs, martinis, génépi, et surtout en Italie, en Turquie, en Roumanie et en Russie. En France, les installations sont plus rares. Cette technologie-là, je dirais encore un dernier mot sur les ultrasons. Cette technologie-là, elle a il manque une diapositive. Ah, excusez-moi, voilà, je savais bien que j'avais sauté une diapositive. Cette technologie-là, elle a le mérite d'être assez efficace, simple à mettre en œuvre et peu coûteuse. Et en fait, c'est surtout sur la durée de l'extraction, de dizaines de minutes, qui donc peut être comparée à quelques heures pour d'autres protocoles d'extraction. Elle est peu gourmande au niveau énergie, et puis, comme elle est assez courte, là aussi, les composés thermolabiles, ils sont, je dirais, peu touchés. Arômes, antioxydants et colorants sont les principaux domaines d'exploitation de cette technologie. Troisièmement, après, on va passer donc à l'extraction générée par les micro-ondes. Alors là, je vais aller très vite. Les micro-ondes, c'est un peu le principe du four à micro-ondes qu'on utilise aujourd'hui, avec un phénomène d'échauffement. Il faut simplement ajouter qu'au niveau des solvants, il faut que l'aptitude soit à la fois de s'échauffer et de transmettre leur chaleur. Et c'est l'eau, les ingrédients riches en eau et les alcools qui sont les meilleurs candidats pour cette technologie. Il y a un système d'appareillage avec un générateur de magnétrons, le matériel végétal qui est placé soit seul, même sans solvant, on peut arriver à faire de l'extraction sans solvant, rien que directement avec le micro-ondes, soit par ajout d'un solvant. Dans ce domaine d'extraction par micro-ondes, il y a eu des recherches importantes qui ont été menées, en particulier par Archimex, et ça a débuté, les principales applications industrielles ont débuté en 2000. Mais en fait, le gain, qui est un gain essentiellement de temps, voire de réduction d'utilisation de solvants, au niveau application, c'est quasiment qu'en cosmétique aujourd'hui qu'il y a eu une exploitation de cette technologie. Et on trouve peu d'exploitation industrielle, peut-être parce que justement au niveau technologie, c'est peut-être pour des problèmes de coût et pour des problèmes d'installation, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Une autre technologie, qui est une technologie beaucoup plus connue, je dirais que c'est l'extraction par extrusion. En fait, c'est un procédé de fabrication thermodynamique
qui fait jouer la pression de 20 à 200 bars, des températures de 50 à 200 degrés, et puis des temps qui varient, mais très très courts, puisque c'est de 30 secondes à peu près 5 minutes. Avec un système de vis sans fin, là on voit un système à bivis, qui à la fois fractionne la matrice végétale, mais ne doit pas la dégrader, et puis il faut en même temps, si on fait l'extraction, pouvoir séparer le solide, la matrice solide, du solvant qui va être utilisé. Il y a une notion d'extraction réactive, mais aujourd'hui elle est utilisée de façon un peu abusive, soit disant que c'est quand il y a des réactions chimiques, mais bon, elle est utilisée un peu dans tous les cas. Donc je ne vais pas trop rentrer non plus, je vais parler de ça. Si dans le domaine des oléagineux, c'est depuis depuis 1965 que cette technologie-là est appliquée dans le cadre des tours d'extraction des graines oléagineuses, aujourd'hui on a transférer, je dirais, les applications. On a fait des essais nouveaux dans le domaine de fractions aqueuses, cette fois, avec par exemple l'extraction d'alginates, de macroalgues. Cette technologie permet de réduire la consommation de réactifs, diminuer la durée d'extraction, limiter des hydrolyses. Les alginates, c'est des grands polymères, et pour éviter qu'ils se fractionnent, si on a un gain de temps, c'est une grosse amélioration. Et puis aussi au niveau rendement, on a des gains. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, l'auteur précise que, vous voyez, c'est de 2008, que ça ne reste pas concurrentiel par rapport à un industriel déjà installé. C'est fait pour faire des alginates de haut de gamme, je dirais, de qualité supérieure, mais pas pour les alginates trop concours. Un autre exemple, c'est l'extraction de sarments de vigne. Alors le but des auteurs, c'était donc de prendre des sarments, un solvant, soit de l'eau, soit un mélange hydroalcoolique, de passer donc dans l'extrudeur et puis de filtrer et éventuellement de valoriser les celluloses qui seraient transformées en glucose ou en éthanol. Et puis après, en ce qui concerne le jus récupéré, le filtrat, le solvant contenu était riche en polyphénol, et si on compare les techniques d'infusion classiques, on se rend compte, alors là je vais aller assez vite, que en fait on a une molécule, la viniférine, il y a un certain taux, et qu'on a un produit de dégradation de la viniférine qui est assez connu, qui s'appelle le resveratrol, qui est une teneur un peu inférieure. Et par le procédé d'extrusion, on a beaucoup plus de viniférine précurseur que de resveratrol. Donc on se rend compte que par cette technique-là, on a, si vous voulez, un profil de composition qui peut être très différent. Et selon ce qu'on recherche, on peut éventuellement, si c'est intéressant, valoriser ce profil. Maintenant, j'en arrive au cinquième exemple, qui est l'extraction par l'eau à l'état subcritique. C'est un domaine qui me concerne, puisque c'est l'entreprise dans laquelle je travaille utilise cette technologie-là, et qui est basée un peu sur le principe d'une marmite sous pression. C'est comme, si vous voulez, on mettait pratiquement la plante dans la marmite, la plante à extraire, et puis on mettait un peu d'eau, et puis comme ça on extrait sous pression. En fait, c'est basé sur le caractère suivant, c'est que à l'état liquide, un liquide, même chauffé au-dessus de sa température d'ébullition, à condition qu'une certaine pression lui soit appliquée, il peut être maintenu à l'état liquide, pardon. Excusez-moi, je me mélange. Donc si on est à certaines conditions qui est en dessous de la condition supercritique, on a, si vous voulez, ce solvant, même si la température, vous voyez dans le cas de l'eau, elle dépasse 100 degrés, eh ben, ça reste encore à l'état liquide si on applique cette pression. Donc pour l'eau, c'est entre 100 et 374 degrés, ou 1 et 221 bars. Donc c'est des conditions particulières de pression et de température. Qu'est-ce qui se passe à l'état subcritique? On a une diminution de la viscosité et tension superficielle, comme on avait tout à l'heure à l'état pour le CO2 à l'état supercritique. On a aussi une augmentation de la diffusion dans la matrice végétale, et ça va aussi permettre d'augmenter le pouvoir solvant et modifier aussi la polarité. Ça va être le point crucial de l'intérêt de cette technologie-là, le point essentiel, c'est qu'en fait, lorsqu'on augmente la température de l'eau, les liaisons hydrogènes qui lient les molécules d'eau vont s'amenuiser, et on a une constante diélectrique, si vous voulez, de l'eau qui va baisser. Et cette diminution de constante diélectrique, on la voit bien par ce tableau-là. L'eau, elle est à température de 25 degrés et sous pression atmosphérique de 78, et elle va donc baisser et tomber entre 250 et 300 degrés et 10 bars, sous pression de 10 bars, à 30,
20 à 30 au niveau constant diélectrique. Et cette constante de 20 à 30 correspond à peu près à la constante diélectrique du méthanol et de l'éthanol. D'où l'intérêt, c'est d'utiliser l'eau à l'état subcritique de manière à se comporter, si vous voulez, elle se comporte un peu comme des mélanges eau méthanol ou eau éthanol, et elle peut permettre de remplacer le pouvoir solvant de ces mélanges. Or, si vous voulez, c'est vrai que si on peut utiliser de l'eau à la place du méthanol et de l'éthanol, ça a des conséquences au niveau de moindre coût déjà de solvant et au niveau environnemental, de recyclage et d'autres. On fait l'eau, bien sûr, absence de toxicité, pas de traces de solvant résiduel, pas inflammable, pas explosif, des rendements plus élevés, réduction de la durée d'extraction. Par contre, à haute température, comme là, contrairement au CO2 supercritique où on travaillait à 31 degrés, là on est à plus de 100 degrés, il peut y avoir des modifications chimiques, des hydrolyses et tout ça, donc qui fait que là on a un point, je dirais, plus délicat et sur lequel il faut faire des études pour comprendre un peu la situation. Et puis donc un peu une moindre coût de solvant d'extraction. L'appareillage est un peu le principe, si vous voulez, du CO2 supercritique, bon, un petit peu simplifié quand même, puisqu'on est quand même à des pressions beaucoup plus basses. Je vais passer rapidement dessus, parce que le temps est parti. Le début des applications industrielles de l'extraction par l'eau subcritique date de 1993. C'est-à-dire qu'avant 1993, il n'y en avait pas de proposé sur le marché. Et à l'heure actuelle, il n'existe qu'une seule unité de production industrielle, c'est donc à Saint-Lizin, en Maine-et-Loire, dans le sud du département, qui a été conçue par donc, l'équipe de l'entreprise de chez Natinov. Extraction assistée par enzymes. Ça, c'est une application aussi très ancienne. Comme je vous disais, sur les jus de fruits, depuis plus de 30 ans, on utilise des pectinases pour accroître les rendements d'extraction. Et aujourd'hui, les nouvelles applications, à l'étude depuis 15 ans, donc ça a du mal à déboucher, leur but principal, c'est d'éviter l'utilisation de solvants hydrophobes, type hexane et autres, toxiques, pour extraire les huiles. Pour extraire les huiles aujourd'hui, le procédé, c'est soit les solvants hydrophobes, soit la pression. Mais par pression, on a quand même tendance à perdre un petit peu au cours du pressage, qui fait qu'au niveau valorisation, bon après, on peut récupérer ce qui n'a pas été, dans le tourteau, ce qui n'a pas été valorisé par solvant, mais bon, là, ça se mord un petit peu la queue. La principale application, ça a concerné le colza, comme matière première végétale, et on a une entreprise, Bioli, à Nancy, qui est la première à pouvoir proposer, à commencer à mettre sur le marché des huiles obtenues par donc extraction aqueuse assistée par des enzymes. Le point clé, c'est bien sûr le rendement et aussi la conservation du tourteau. Parce que dans les huiles végétales, le problème, c'est que une fois qu'on a pressé l'huile, le résidu, il est valorisé en alimentation animale, voire d'autres applications, et il ne faut pas qu'il soit trop martyrisé, je dirais, au niveau rhéologique et tout, parce qu'après, son utilisation est devenue bien compliquée. Mais les enzymes mises en œuvre, à la fois, et puis les moyens de déstabilisation des émulsions qui se forment, posent des problèmes. On fait pourquoi? Parce que, bon, les enzymes, encore, c'est une chose qui fait l'objet de multitudes, mais le problème, c'est que l'eau plus huile végétale, ça fait des émulsions importantes, et qu'il va falloir trouver un moyen, par centrifugation, mais la centrifugation telle qu'elle ne suffit pas, par addition de talc, d'huile exogène, de congélation, de choses, phénomènes comme ça, d'essayer de séparer l'eau et l'huile résiduelle qui nous intéresse. Aujourd'hui, c'est un procédé qui est encore peu compétitif par rapport à l'extraction par pression au solvant, mais les travaux de Bioli, à mon avis, dans les années qui viennent, laissent des perspectives intéressantes et il y a de bonnes recherches qui sont menées là-dessus. Pardon Didier, mais il va falloir qu'on te demande de conclure. Je vais conclure, justement. J'ai mon avant-dernière diapo. Mon avant-dernière diapo, elle vous présente juste l'extraction par solvant alternatif à verre. Ces solvants, si vous lui faites appel aux filières céréalières, filières bois, filières oléoprotéagineuses, dans le cas des filières céréales, on a saccharose, amidon, lignine. Les filières bois, c'est des huiles essentielles ou des huiles végétales dans le cas de la filière oléoprotéagineuse. Et je vous ai marqué les solvants, un certain nombre de solvants, leur polarité qui va conditionner les types de molécules qui vont extraire, des points d'ébullition. Ça, c'est des critères importants pour choisir le solvant. Et vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est très variable. On a de l'alpha-pinène et des limonène, qui sont aujourd'hui des terpènes issus d'agrumes ou
lignes de bois, de pin, qui pourront servir dans certaines conditions à extraire des matières végétales. Et puis bon, il y en a d'autres, des esters méthyliques qui sont très très connus aujourd'hui, servent beaucoup en cosmétique, le glycérol et d'autres. Ma dernière diapositive, c'est un résumé des points faibles et des points forts aujourd'hui de ces nouvelles technologies. Au niveau économie d'énergie, énergie solvant-temps, on peut dire que c'est assez positif dans l'ensemble. Elles présentent à peu près tous un gain. Au niveau innocuité des solvants, alors là, les solvants sont bannis, au niveau tous les solvants toxiques sont bannis, donc je dirais qu'on n'est que du positif. La polarité des solvants, c'est assez variable, mais c'est un peu grâce au CO2 supercritique, parce que les autres ont quand même un caractère polaire. Donc vous voyez, le CO2 se détache un petit peu au niveau application. Et les rendements d'extraction sont dans l'ensemble supérieurs aux techniques conventionnelles. Par contre, les points faibles, c'est des points dont on peut se douter. Coût des extraits par rapport aux technologies courantes, 10, 20, 30, 40% sont les données moyennes, ce qui, bon, nécessite, je dirais après, de voir les intérêts. Et au niveau coût d'investissement à l'échelle industrielle, c'est surtout le CO2 qui est le plus lourd aujourd'hui, sachant qu'il y en a encore une ou deux qui sont à l'état, je dirais, de recherche, donc aujourd'hui c'est difficile à évaluer. Mais bon, le CO2, lui, si les installations en France sont assez modestes au niveau taille, c'est aussi pour cette raison-là, de raison de coût. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention, puis juste un petit clin d'œil sur une installation d'extraction, mais qui a plus de 150 ans et qui était à Saumur et puis qui fonctionne toujours. Merci Didier, donc on va pouvoir prendre des questions de l'auditoire. Bonjour, Caroline Leguet, groupe Léa Nature. Concernant les extraits que qui sont obtenus par ces nouvelles techniques, est-ce qu'on ne tombe pas dans des extraits qu'on peut qualifier de novel food, dans le domaine alimentaire, est-ce qu'on ne se heurte pas des problématiques de réglementation où il faudra démontrer l'innocuité du produit obtenu? Peu importe, puisqu'on est sur des technologies alternatives, enfin pas traditionnelles, on va dire. Didier, vous touchez une question qui ne fait pas couler beaucoup d'encre aujourd'hui, mais qui, entre professionnels, bien sûr, est une question clé. En effet, aujourd'hui, à partir du moment où, technologiquement ou par des conditions de pression, de température, que ce soit à l'état liquide, etc., on fait des modifications, je dirais, sur des matières premières végétales, on peut constater des modifications au niveau, je dirais, composition ou même activité. Un des exemples, c'est l'extraction par l'eau à l'état subcritique. Bizarrement, on constate que les extraits à l'état subcritique ont des pouvoirs antioxydants, enfin signalés dans les articles et publications scientifiques, supérieurs aux extraits qui ont été obtenus par extraction en infusion ou par milieu hydroalcoolique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça peut signifier qu'on a extrait plus de molécules, je dirais que mais ça peut aussi signifier qu'il y a eu des transformations et qu'en fait on a généré des molécules qui ont une composition différente et du coup un pouvoir antioxydant différent. Alors l'attitude à adopter dans ces cas-là, c'est d'aller frapper à la porte de la DGCCRF ou d'autres institutions en disant voilà, on a cette technologie-là avec ces conditions-là, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au procédé traditionnel? Donc c'est la technique qu'on adopte. Donc chez Natinov, on a fait ça sur un ou deux produits. Et en l'occurrence, un extrait de mélisse et puis un autre, je ne sais plus lequel nature. Et l'autorité a considéré que c'était, je dirais, les conditions appliquées. Après, ça dépend des conditions de pression, de température. Ça, je peux pas. Enfin, qui n'étaient pas très élevées, hein, j'avoue. Mais si elles sont très élevées, là, je me venturerais peut-être pas. Étaient, je dirais, acceptables par rapport à la technologie traditionnelle. Mais c'est vrai que vous avez raison. Je pense que si on est en pression très très élevée, comme ça peut être appliqué ou température très élevée, là on n'est plus vraiment, on ne peut plus comparer les types d'extraits et là même je sais qu'au niveau sécurité d'emploi ça mériterait de faire des études plus poussées. Sachant que bon là c'est, voilà, plus on élève la pression température, plus voilà les risques sont importants.
le CO2 ne pose pas trop de problèmes. Après, il y a le recul de l'utilisation, bien sûr, qui se fait petit à petit, mais c'est vrai que c'est tout nouveau, il n'y a pas de recul. Et dans le même ordre d'idée, tu nous as montré qu'il y avait un certain nombre de produits là, qui étaient des produits destinés à l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'on peut avoir des incompatibilités de ces techniques d'extraction avec derrière des signes officiels de qualité, je pense notamment au label bio ou autres? Tu veux dire avec des produits qui sont issus de ces technologies d'extraction? Tu as montré des liqueurs, du café, des choses comme ça, des jus de fruits. Derrière, il y a des exigences de cahier des charges pour certains signes officiels de qualité. Est-ce que tout ça, c'est compatible avec ces signes de qualité, notamment le bio, par rapport au micro-ondes ou autres? Oui. En fait, d'une façon générale, ces techniques sont toutes très rapides. Donc c'est vrai qu'en général, plus les techniques sont rapides d'extraction, moins il y a des phénomènes d'oxydation, de dégradation, etc. qui se produisent. Et après, je pense, il y a d'une façon générale, c'est quand même des gains importants au niveau organoleptique, au niveau composition, diminution des phénomènes d'oxydation qui sont très importants dans des longues process. Mais bon, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'on est quand même, c'est pour ça qu'on peut parler de nouvelles technologies, c'est qu'on n'a pas beaucoup de comparaisons, c'est beaucoup des publications scientifiques de recherche, choses comme ça. Mais le premier bouquin sur les nouvelles technologies d'extraction, il est sorti il y a 2 ans. Et il n'y avait pratiquement rien. C'est Avignon, notre ami, j'ai oublié son nom. Voilà, Farid Chemat, merci beaucoup. Qui en est avec son équipe l'initiateur. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est encore, à part le CO2 proprement dit, où là, je dois dire que là, bon, c'est l'international. Le reste, ça reste encore du semi-artisanal pour beaucoup, technique. On est en recherche et c'est du demain pour beaucoup. Il y a aujourd'hui, mais il y a beaucoup de demain. Là, c'est des balbutiements pour un certain nombre. Non, vous n'êtes pas d'accord? Excusez-moi. Pour moi, c'est une présentation très complète. Si vous voulez, vous avez dépeint pas mal de technologies. Je vais peut-être me présenter, Fanny Rollet, Antophénol, donc je fais de l'extraction végétale également. Il y a quand même des technologies qui se développent et surtout je pense que l'avenir de ces technologies d'éco-extraction, ce n'est pas de les prendre une par une, mais de les prendre en combinatoire et de voir ce que chacune va pouvoir apporter au produit par rapport aux besoins du client et par rapport aux besoins aussi du traitement de la plante. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est certes émergent, mais les moyens technologiques existent. Par exemple, je vous donne un ordre d'idée, des micro-ondes qui peuvent traiter 2 tonnes de matière par heure, ça se fait. Alors, pas dans le domaine de l'extraction végétale, on est bien d'accord. Dans le domaine, voilà, dans d'autres domaines, mais il y a des possibilités transverses et c'est là-dedans qu'elle va être l'innovation. La technologie en soi n'est pas innovante, mais c'est la combinatoire et la volonté d'aller chercher dans d'autres secteurs qui va nous permettre d'innover et qui peut aussi nous permettre de prendre un recul par rapport à de l'extraction végétale versus d'autres types d'extraction et versus des produits précis dans ces autres types d'extraction. À mon sens. Maintenant, c'est juste mon point de vue et c'est... voilà. Ce qui est quand même interpellant aujourd'hui, c'est que, bon là je peux pas parler, c'est qu'il y en a qui existent maintenant depuis 10 ans, il y en a 2-3 que j'ai cités, 10-15 ans, qui ne se développent pas. Elles se développent peu, modestement. Or, si vous voulez, si elles avaient un impact si important, on ne l'explique pas trop quand même. C'est ça qui peut être interpellant aujourd'hui. Alors il y a des problèmes d'investissement, ça c'est sûr, à grande échelle, mais pas seulement. Alors moi je suis dans un domaine où l'entreprise a une innovation, donc je ne peux pas voir, mais l'ultrason par exemple, je ne comprends pas bien pourquoi aujourd'hui ça ne s'est pas beaucoup plus développé. Mais après, c'est un sujet de débat, je ne l'ai pas discuté. En fait, c'est quand même des niches. Aujourd'hui, il y a un producteur dans les Alpes-Maritimes, Reus, il est tout seul, lui il a un savoir important, mais il communique de façon, je dirais, modeste et tout. Et puis après, du coup, moi je vous présente des choses qui sont dans la littérature, entre guillemets, scientifique. Après, derrière, il se passe bien sûr des secrets d'entreprise, de stratégie, tout ça, qui sont gris. Enfin, on appelle ça la littérature grise. Donc, je sais plus, Bruno, là, c'est comment tu dis la littérature grise? Non, pas les littératures grises. Grise, tu sais, quand c'est gris, quand on le voit, on n'a pas... C'est ça? Ça se dit comme ça? D'accord.